C'est le 3 octobre 1914 que le premier contingent canadien part pour l'Europe, qui compte près de 30 000 Canadiens, dont 6 000 Québécois. Le 22e régiment, créé et composé de Canadiens français le 14 octobre. En résumé, la cause de la Première Guerre mondiale s'est déclenchée par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie à Sarajevo, et le 28 juin 1914, tué par des nationalismes serbes. C'est ce qui a amené l'engrenage des alliances pour expliquer en soi les entrées en guerre successives de la Russie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ces facteurs sont un peu plus complexes que cela. En réalité, c'était plutôt la conquête de nouveaux territoires qui se dessinait à l'horizon. C'est pourquoi nous commémorons les soldats tués au combat le 11 novembre étant la date de l'armistice, ce qui signifie l'arrêt des combats. Bonjour Carmen. Bonjour Guylaine. Je vous présente Carmen Rousseau, historienne. Oui. Je vous remercie beaucoup de l'invitation de venir nous parler de la Première Guerre mondiale, entre autres les causes de cette guerre, parce que je pense que les gens ne le savent pas. Non, souvent les causes, c'est comme dans n'importe quelle guerre, c'est souvent, on les passe de côté. On préfère les batailles, c'est plus spectaculaire, mais les causes, en réalité, c'est beaucoup plus important. Bon, pas beaucoup. En tout cas, ça a de l'importance pour le déclenchement du conflit, finalement. Et voilà, exactement. Donc, les causes de la Première Guerre mondiale sont multiples. Mais il faut comprendre qu'on est au début du 20e siècle. Donc, au début du 20e siècle, il y a déjà des rivalités qui se sont installées entre les grandes puissances européennes de l'époque, qui datent en fait du 19e siècle. Alors, il y a des rivalités économiques. On est encore à l'époque des colonies, donc des rivalités coloniales entre ces grands pays aussi. Puis aussi, il y a des rivalités sur le terrain même en Europe, entre les pays européens. Donc, ce qui est arrivé depuis à peu près le début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, il y a eu des alliances qui se sont formées en Europe entre les grands pays de l'époque, donc l'Angleterre, dont le vrai nom est le Royaume-Uni, mais on va dire l'Angleterre, ça fait plus court, entre l'Angleterre, la France et la Russie, qui se sont alliés. Dans ce qu'on appelle la triple entente. Alors, la France était déjà une alliée de la Russie. Alors, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre, là, mais c'était comme ça à l'époque, de longue date. Et puis, il y a eu une alliance après ça entre la France et l'Angleterre. Alors, ces trois pays-là ont formé ce qu'on appelle la triple entente. Alors, si vous avez un peu une idée d'une carte d'Europe, vous voyez que d'un côté, à l'ouest, vous avez la France et l'Angleterre, et à l'est, vous avez la Russie, qui est un pays déjà peuplé, mais pas très avancé sur le plan économique. De l'autre côté, une autre grande alliance, qu'on va appeler la Triple Alliance, on retrouve l'Allemagne, ce qu'on appelle à l'époque l'Autriche-Hongrie, qui est un immense empire au centre de l'Europe. Et au début de la guerre, avant la guerre, l'Italie y était, donc la Triple Entente. Mais l'Italie va changer de camp à un moment donné, assez tôt au début de la guerre. Mais au début, avant que la guerre commence, c'était ces deux grandes alliances-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un de ces pays-là va se sentir menacé, attaqué, les autres vont se porter à sa défense. Donc, ça, c'est un élément important dans toute l'histoire, dans la façon dont ça va se dérouler finalement. Alors, il faut mettre ça en place. Puis après ça, il y a des causes, disons, plus immédiates. Il y a des causes économiques. L'Allemagne, qui est en fait un nouveau pays, il y avait des Allemands, mais l'Allemagne en tant que telle ne date que de 1871. Et l'Allemagne est une puissance qui monte économiquement. Donc, elle veut se créer des marchés, elle veut se faire des places dans les colonies. Mais là, elle va se heurter, bien sûr, à la France et à l'Angleterre. L'Angleterre, qui, elle, était aussi une grande puissance au 19e siècle, mais qui est un petit peu en déclin. Donc, on voit ces espèces d'affrontements sur le plan économique et politique qui vont se dérouler.
Puis, il faut aussi entrer en ligne de compte, donc qui va être important dans l'histoire du déclenchement de la guerre. Il faut mettre aussi l'Autriche-Hongrie, qui est au centre de l'Europe, qui est un pays multiethnique, multireligieux aussi. Pour situer un peu les gens sur ce que c'est que l'Autriche-Hongrie, ils étaient dirigés par un empereur qui s'appelait François-Joseph, qui était l'époux de la fameuse Sissi, de l'impératrice Élisabeth, qui, elle, est décédée. Et l'Empire, et lui, c'est un vieux monsieur à l'époque, il est né en 1830. Okay. Il règne depuis 1848. Donc, quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, on voit que c'était un vieux monsieur. Et le fait qu'il soit un vieux monsieur, c'est une des... Bon, c'est pas la raison première, mais c'est par le biais un élément de déclenchement de la guerre. Okay. Parce que François-Joseph, donc, à cause de son âge, et n'ayant plus d'héritier, parce que la famille de François-Joseph a eu un destin tragique. Sissi a été assassiné. Rodolphe, son fils, il y a eu des films là-dessus. Il s'est officiellement suicidé, mais officiellement, parce que là, il y a toutes sortes d'histoires. C'est comme sur la mort de Kennedy ou n'importe quel grand personnage. Là, il sort toutes sortes de théories. Il n'y a donc plus de successeur direct. Son successeur désigné va être un de ses neveux, à ne pas confondre, il s'appelle François Ferdinand. OK. Alors, en 1914, François Ferdinand décide de faire le tour de ce qui va devenir son empire et il va se retrouver en Bosnie en 1914. Et le problème qu'il y a avec la Bosnie, la Serbie, aujourd'hui, on retrouve ces noms-là, mais uniquement comme pays maintenant. Mais à l'époque, la Serbie était indépendante et elle est peuplée de Slaves qui sont de religion orthodoxe. Et la Serbie est protégée par la Russie. OK. Parce que la Russie, et c'est encore, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on voit encore que la Russie se porte toujours à la défense des populations slaves en Europe, et eux, ils font la même affaire, ils vont l'appuyer. Aujourd'hui, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vous avez encore la Serbie, qui est maintenant un pays indépendant, qui a appuyé politiquement la Russie lorsqu'elle a attaqué l'Ukraine. Bon, déjà, ça, bon. Mais dans l'Autriche-Hongrie, ça bouge. Il y a plusieurs nationalités. Il y a des Roumains, il y a des Ukrainiens, il y a des Polonais, parce qu'à l'époque, il y a des Polonais, mais pas de Pologne. Il y a des Tchèques, il y a des Slovaques. Ça, ce n'est pas des pays, là. C'est des nationalités à l'intérieur. Et ça bouge au niveau des nationalités. Et la Bosnie, elle espère devenir aussi, en tout cas, il y a deux tendances, mais on espère soit devenir indépendant ou être lié à la Serbie. Et quand François Ferdinand va se présenter à Sarajevo, une ville dont on a beaucoup entendu parler à une certaine époque, le 28 juin 1914, il est avec son épouse et il va se faire assassiner par un jeune bosniaque, mais qui était d'origine serbe, et que la Serbie encourageait, parce qu'il y avait des mouvements nationalistes, il y avait aussi des terroristes, donc il les encourageait, et tout simplement, il est tué, et lui et son épouse, à coups de fusil. Wow. La même journée, le couple avait aussi échappé à un autre attentat. Donc, et là, bien sûr, c'est toujours l'élément qu'on retient du 28 juin 1914 comme étant l'élément déclencheur. Okay. La Serbie va, en fait, il va y avoir un ultimatum de lancer à la Serbie qu'on accuse, l'Autriche-Hongrie accuse la Serbie, on le sait bien, là, c'est un organisme terroriste qui s'appelait la Main Noire, et l'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir commandité l'attentat. Alors, il leur lance un ultimatum, il leur laisse un mois pour répondre. Alors, au bout du mois, parce que la Serbie refuse l'ultimatum, parce que dedans, il y avait des conditions qu'elle jugeait inacceptables. Et il leur dit, si vous n'acceptez pas donc l'ultimatum, bien, on va vous déclarer la guerre. On était rendu le 28 juillet 1914. Qu'est-ce qui se passe? La Serbie reçoit l'appui, donc elle est appuyée par la Russie. La Russie étant l'alliée de la France et de l'Angleterre, ils vont les appuyer. L'Autriche-Hongrie étant, elle, l'alliée de l'Allemagne, mais l'Allemagne va donc se porter à la défense ou va appuyer l'Autriche-Hongrie, ce qui fait que de fil en aiguille, entre le 28 juillet et le 4 août, tous les pays européens vont entrer en guerre.
Alors, ça va être l'Allemagne qui dit aux Français « bougez pas », les Français vont bouger. Bien sûr, ils vont déclarer la guerre aux autres aussi. Le 2 août, l'Allemagne commence à bouger et à entrer en Belgique. La Belgique a un statut d'État neutre. L'Angleterre avait promis de protéger la neutralité belge. Voilà la belle occasion. Ils sautent sur l'occasion, déclarent la guerre le 4 août. Et avec ça, ça va devenir mondial parce qu'il y a encore beaucoup de colonies, et entre autres le Canada, va se trouver à l'époque, comme tous les autres pays du Commonwealth ou les autres colonies de la Grande-Bretagne, va se trouver automatiquement en guerre le 4 août 1914. On n'a pas besoin de faire de déclaration de guerre. Wow! C'est l'Angleterre qui le fait. Nous, on va continuer parce que c'est tellement intéressant tout ce que tu es en train de dire. Puis on est juste en train d'effleurer là, la cause, en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, nous, on continue sur Internet. Alors, vous pourrez regarder et continuer à nous voir sur Médiaté. Alors, nous, moi, je ne peux pas arrêter ça là. Il y a trop d'informations à dire et c'est des informations qu'on ne sait pas en tant qu'humain. Alors, quelles sont les autres causes? Les autres causes, en fait, là, j'ai vraiment donné les principales. Les rivalités économiques, les rivalités, il y a des rivalités militaires, mais ça, bon, on peut passer parce que ça va avec aussi le désir de s'approprier des territoires des autres pays. Mais je pense qu'en gros, si on comprend bien cette situation-là au centre de l'Europe et qu'on va voir que l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont au centre. Alors, d'un côté, il y a la Russie. Et de l'autre côté, il y a l'Angleterre et la France, et que l'Italie va changer de camp, parce que l'Italie, ce qu'elle va dire, c'est que elle, l'entente qu'elle a avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, c'est une entente défensive. Ce qui veut dire que son entente ne valait que si elle était attaquée, ou que si ses partenaires étaient attaqués. Ce qu'elle va dire qui n'est pas le cas. Donc, elle va se retirer, puis elle va finalement se mettre du côté de la triple entente. Donc, quand on voit un peu, qu'on imagine la carte, on voit que l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne ont intérêt à faire très rapidement. Et tout le monde pensait que la Première Guerre mondiale, c'était vraiment partout, là. Ça allait durer 6 mois. À Noël, on pourrait être revenu à la maison. Non, quand on voit des journaux de l'époque ou des films de l'époque, c'était... on va les avoir les Allemands, les autres, on va les avoir les Français et les Anglais. Puis ça allait être extrêmement rapide, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a aussi traumatisé profondément les populations à cette époque-là, parce que ça va devenir aussi une guerre de tranchées. Tout le monde sait ce que c'est que des tranchées, je pense. Bien, on peut peut-être l'expliquer, parce qu'on a quand même un jeune auditoire aussi qui aurait un intérêt à le savoir. Parce qu'au début, ça a été ce qu'on appelle une guerre de mouvement. Donc, l'Allemagne est entrée rapidement. Ils ont conquis donc les Pays-Bas, la Belgique, qui sont de petits pays, pas très armés, et ça va être assez facile de les prendre. Et ils vont entrer aussi en France. Bon, là, il y a toutes sortes de stratégies, là, bien sûr. Bon, alors, ils vont entrer en France, et leur but, c'était, ils visaient Paris, bien sûr. Mais là, il y a des manœuvres qui ne seront pas tout à fait correctes. Et ce qui va arriver, c'est que les Français vont réussir à stopper l'avance des Allemands. Là, les Anglais vont arriver pour leur prêter main forte. Et là, ça va devenir une guerre de tranchées. Ça veut dire que c'est une guerre qui va presque pas bouger. Le front à l'ouest, donc du côté français, pendant les 4 ans que va durer la guerre se déroule principalement dans le nord-est de la France. Et des tranchées, c'est qu'on construit des espèces de grands fossés. Et là, on étaye les fossés avec du bois. Il y avait des places aussi où, par exemple, on voit dans des films qui reconstituent cette époque-là, bon, ils faisaient des structures en planches pour que, par exemple, les officiers ou que les communications puissent avoir un mini place pour s'installer. Et là, les tranchées, bon, au fil des années, grandissent, mais c'était une vie épouvantable parce que quand il pleuvait, beaucoup de soldats sont morts, pas de s'être fait tuer d'un coup de fusil ou à la suite d'un bombardement, mais beaucoup à cause de maladies. Parce qu'ils pataugent, quand il fait froid, ils sont dans l'eau, ils sont dans la boue, c'est plein de rats. La nourriture est souvent de mauvaise qualité. Et quand il y a un assaut, par exemple, contre une tranchée, bien, les cadavres, des fois, ils ne sont pas ramassés tout de suite. Alors, ils se promènent, puis qu'est-ce qu'ils voient à un moment donné? Ils tombent, puis ils mettent la main sur un de leurs camarades qui s'est fait tuer. Alors, et souvent, on fait des attaques meurtrières, des deux côtés, là. Des attaques meurtrières pour avancer de
quelques centaines de mètres. Ah oui. Et puis là, on voit dans des documentaires de l'époque, le champ s'est rasé, il n'y a plus de bois, il n'y a plus de forêt. Puis on étendait des barbelés. OK. Bien, pour éviter que, justement, qu'il y ait des éclaireurs ou qu'on se fasse surprendre dans la tranchée. Donc, on mettait des barbelés, fait qu'au moins, ça limitait l'avance des ennemis. Donc, ça va devenir une guerre de tranchées. Et ça, c'est extrêmement pénible pour le moral d'un soldat, parce qu'il a l'impression qu'il n'avance pas. Ah oui. Qu'il n'y a rien qui se passe. Oui. Quand tu dis, ah ben aujourd'hui, là, on a pris 10 km de route, puis on a libéré un village, puis... Mais là, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Donc, c'est dur pour le moral, cette guerre-là. J'ai une question pour toi, Carmen. On parle de tranchées, donc on devait avoir des gens qui creusent là, oui. Ben, c'est soldats... pour ça. Fait que, donc, si on veut avancer, on doit creuser tout le temps pour avancer. Comment ça se passait? Pas nécessairement. Il y a des tranchées qui sont vraiment, comme j'oserais quasiment dire, fixes. Et là, on sort de la tranchée pour aller attaquer. OK. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand on réussit à avancer, les terrains ont été tellement bombardés qu'on va souvent se réfugier temporairement dans une espèce de trou d'obus. Ah, et puis, quand on réussit à avancer suffisamment, on prend tranchée de l'autre, de l'ennemi. Oui, Donc, OK. on s'installe dans tranchée de l'ennemi. Oui. Mais ça avance vraiment pas beaucoup. Puis il y a vraiment là, des combats. Bon, on parle toujours, par exemple, des combats autour de Verdun, là, qui est une ville au nord-est de la France, où, au total, il a dû mourir en l'espace de même pas un an pour pratiquement pas avancer, à peu près 1 million d'hommes des deux côtés, là. Autant du côté de ceux qu'on va appeler les Alliés que ceux du côté de l'Alliance là, avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il faut dire aussi que c'est beaucoup c'est beaucoup les Allemands qui soutiennent la guerre. Ils sont quand même capables de s'équiper. Les autres, ils ont une sortie sur la mer, là. Pas très importante, là, mais ils ont quand même une sortie sur la mer. Et c'est une des raisons. Et l'Autriche-Hongrie, elle a juste une petite sortie, mais vers la Méditerranée. Donc, c'est pas très pratique. C'est justement à cause de cette sortie, en tout cas, ce sera peut-être un prétexte aussi, de cette sortie sur la mer, parce que les Allemands vont attaquer, par exemple, des convois des Anglais. Et, entre autres, ben c'est ça, ils vont attaquer des navires qui transportent de l'équipement, parce que les États-Unis n'entrent pas en guerre. OK. Les Américains, on reste chez nous, là, les guerres ailleurs, on ne s'occupe pas de ça, on reste chez nous. Ça, c'est une mentalité américaine qui date de très longtemps. Même au 19e siècle, il y avait déjà cette mentalité-là. Ce qui n'empêche pas de faire des affaires. Donc, ils vendaient aussi des armes ou d'approvisionnement aux pays d'Europe qui étaient de là. Eux autres, ils étaient du côté de la France et de l'Angleterre. Oui, c'est ça que tu m'as posé la question, là. Alors, ils vont, des fois, ils vont attaquer des bateaux sur lesquels, eux autres, ils soupçonnent qu'il y a des armes, mais aussi où il y a des civils. Ah oui. Et ça va être un des éléments qui va amener les Américains officiellement à entrer en guerre en avril 1917. Ça va être... Quand même, on n'est pas loin de la fin de la guerre quand ils sont rentrés, là. C'est ça, on n'est pas loin de la fin de la guerre, mais le fait qu'ils entrent en guerre, là, ça va changer la donne. Parce que pourquoi? là, eux autres, ils arrivent avec des troupes fraîches. Les Anglais, puis les Français, puis les Canadiens, là, puis les Australiens, tous ceux qui étaient du côté anglais, français, eux autres, là, il y en a que ça faisait 3 ans. Ben, Ils sont brûlés. Sont brûlés. Il y a eu d'ailleurs des mutineries en 1917, des soldats qui ne voulaient plus se battre. Alors, on a résolu le problème, là. On a décidé de fusiller quelques... Pour vrai? Oui. Ça, on voit ça aussi dans des documentaires de temps en temps. À l'intérieur de leur régiment, ils fusillaient les gens? Oui, bien, il n'y en a pas eu 3000, mais il y en a eu quand même assez. Wow. Il y en a dont les pelles ont été commuées, là, mais il y en a quand même qui ont été fusillés. C'était pour donner des leçons, faire peur aux autres, leur faire peur pour que les autres ne se mutinent pas. Comme des déserteurs un peu. C'était un peu ça, c'est refus de combattre. Déposer les armes, refuser de combattre, refuser d'aller au-devant, parce qu'à chaque fois qu'il allait devant, il en revenait toujours, les 3 quarts étaient morts, là, fait qu'ils ne voulaient plus combattre. Donc, quand les Américains vont arriver, tu sais... tout frais, tout beau, tout propre. Et puis, ils arrivent aussi avec de l'armement. Donc, c'est important. Et entre aussi en ligne de compte en 1917, parce que l'année 1917, là, c'est une année un peu charnière. Donc, d'un côté, il y a l'arrivée des Américains, puis de l'autre côté, c'est la Russie qui va abandonner en 1917. Parce que c'est la fameuse révolution russe qui se prépare.
Et la Russie va d'ailleurs, et là, les Russes en pouvaient plus, les Russes se faisaient ratatiner, là. Ah oui. Ah oui. Il n'y avait pas assez d'armes. Et là, ça me rappelle, on a vu il y a 2-3 semaines des reportages qui avaient été faits par des soldats russes sur le front en Ukraine, qui partent à la guerre, un fusil pour 3-4 hommes, pas de sac de couchage, pas de sac... Bon. C'était encore un peu la, même chose. Ça m'a rappelé, je me suis dit, ah ben tiens, l'histoire se répète. Oui. Et puis, c'est ça, ils manquent d'armes, ils sont mal commandés, ils sont mal nourris, ça va mal. Et ça va aider... si vous voulez, l'esprit de la révolution communiste, parce que les communistes, ça n'arrive pas de même spontanément, là, ça va aider. La population russe en a son voyage. Les gens aussi, on essaie de prendre le plus de vivres nécessaires pour les envoyer sur le front. Mais puis il y a des problèmes de transport aussi, de route en Russie, ça va pas bien. Donc ça, c'est vraiment le ferment, si on veut, de la révolution qui va éclater à l'automne de 1917. À tel point que, et là je vous passe la révolution russe, à tel point qu'en Russie, on va demander la paix, on va signer la paix avec l'Allemagne au mois de mars 1918. OK. Mais ça, à partir de la Révolution, là, les Allemands se disent qu'il faut se dépêcher, là, parce que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent rapatrier leurs soldats qui se battaient sur le front russe. Ils savent que les Américains arrivent. Ils ne sont pas arrivés comme ça tout d'un coup. Là. Il fallait quand même les entraîner un petit peu. Donc, il fallait qu'ils se dépêchent pour les ramener sur le front ouest. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Mais là, c'est comme trop peu, trop tard, finalement. Donc, d'un côté, la Russie va abandonner. Elle ne sera plus là, quand la guerre va se terminer, en novembre 1918, elle n'est plus là. Elle a signé une paix séparée avec l'Allemagne. Et l'arrivée des Américains, bien, avec les renforts d'hommes nouveaux, tout frais, avec des armes aussi en grand nombre, bien, ça va remonter un peu le moral aussi à l'Ouest. Et puis, la guerre, en fait, on signe un armistice le 11 novembre 1918. Un armistice, c'est pas la fin de la guerre. Non. C'est l'arrêt des combats. Ah, donc, il faut faire attention, c'est pas un traité de paix. C'est uniquement, on arrête de se battre. OK, bon, on examine ça. Là, on va discuter ensemble pour voir là, comment est-ce qu'on pourrait peut-être finir ça, cette guerre-là. Et il s'était donné à peu près un mois pour discuter. Donc, le 11 novembre, puis ça n'arrive pas comme ça tout d'un coup, ça se préparait depuis un certain temps. En Allemagne, il y avait un empereur. En allemand, c'est un Kaiser. C'était l'empereur Guillaume II, d'ailleurs apparenté à la couronne d'Angleterre. C'était un petit-fils de la reine Victoria. Ah oui? Oui. Oh. La reine Victoria, on dit que c'était comme la reine de toute l'Europe. Elle a eu 9 enfants, Victoria. OK. Et elle a marié ses enfants à peu près toutes les têtes couronnées qu'il pouvait avoir en Europe. Donc, forcément, il y en avait quelque part. Il y en avait un en Allemagne. Et l'empereur, le Kaiser Guillaume, finalement, lui, le 9 novembre, il a quitté l'Allemagne, il s'est réfugié aux Pays-Bas. Et là, ça allait mal en Allemagne aussi parce que la guerre n'avançait pas. Les gens étaient à bout de ressources, là, et ça allait mal. Il y avait aussi, comme la révolution russe avait fonctionné, il y avait aussi des révolutionnaires communistes en Allemagne, et eux autres, ils voulaient faire la même chose. Donc, ça allait mal à l'intérieur même de l'Allemagne. Il y avait de l'opposition très forte. Alors là, c'était difficile de continuer la guerre dans cet état-là. C'est pas tellement que les Allemands se sont fait battre sur le champ de bataille, mais ils étaient rendus à un moment où ils étaient épuisés, puis qu'ils ne voulaient pas de révolution chez eux, bien sûr. Donc, tout ça mis en ligne de compte, bien, ça a fait qu'ils ont demandé la cessation des combats. Donc, ils ont signé l'armistice en France, dans un endroit, un petit endroit, c'est même pas un village, c'est dans le milieu du bois. Ça s'appelle Rotonde, dans un wagon de chemin de fer, dans une forêt qui entourait une grande ville qui s'appelle Compiègne. Donc, quand on parle de l'armistice, des fois, on dit dans la forêt de Compiègne, d'autres fois, on dit à Rotonde. C'est à la même place, c'est juste que c'est la précision qu'il a apportée. Donc, ils signent l'armistice. Et puis là, ils sont comme acculés, finalement, les Allemands. Ils n'ont comme pas vraiment le choix de reprendre la guerre après un mois d'arrêt des combats. Et l'armistice, les combats doivent s'arrêter à 11 heures. Le 11 du 11e mois 1918. C'est facile à retenir. Ben oui. Fait que, et après ça, donc, et puis là, ben là, c'est ça, les combats, pas les combats, mais les tentatives de révolution en Allemagne font que
ce que le gouvernement allemand va décider de faire, c'est plutôt de mettre fin à la guerre, de rapatrier les soldats pour qu'eux viennent en aide à la police ou au gouvernement chez eux. Ah. Et les traités de paix vont être signés, donc, pendant l'année 1918. En fait, il y a 5 traités de paix à la fin de la Première Guerre mondiale. Le plus important, alors là, les discussions vont durer longtemps. Le plus important, c'est le traité de Versailles, bien sûr, signé en France, Versailles, au château de Versailles. Et ça, c'est une revanche des Français de faire signer les Allemands là. Parce qu'il y avait eu une autre guerre avant, à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, entre la France et l'Allemagne. Mais l'Allemagne est toujours dans ces guerres-là, en l'espace d'à peu près, même pas 100 ans, il y a eu 3 guerres importantes auxquelles l'Allemagne a participé. Wow! Fait que c'est pour ça qu'eux autres, aujourd'hui, quand les gens auraient peut-être aimé qu'ils prennent position en Ukraine, ils vont surtout pas se mêler de ça trop, parce que d'abord, les gens ont le voyage. Puis, il y a aussi toutes les considérations, le fait que les Russes, officiellement, ont attaqué l'Ukraine actuellement pour les libérer d'un régime fasciste. N'oublions pas que les Allemands de la Deuxième Guerre mondiale étaient des fascistes. Ils ont massacré une grande partie des Russes aussi. Ils sont pas allés de main morte. Donc, il y a une rancœur. Je me souviens, eux autres, ils connaissent ça. Oui, je me souviens, c'est une bonne devise. Donc, eux autres, où est-ce que j'en étais finalement? C'est ça. L'Allemagne, les Français, en fait, en faisant signer à Versailles, c'est une espèce de douce vengeance parce qu'en 1870, ils avaient été vaincus par l'Allemagne, qui leur avait pris l'Alsace et la Lorraine. Ah. Et ça aussi, c'est une des causes de la guerre. Les Français voulaient retrouver l'Alsace-Lorraine qui était passée aux Allemands pendant cette guerre-là. Donc, eux autres, ils veulent retrouver, et les Allemands les avaient fait signer au château de Versailles. Donc... Fait que si on résume tout ça, dans le fond, c'est une guerre de territoire. C'est beaucoup de guerres. Il y a toujours ça, dans toutes les guerres, un désir de revanche, de territoire, parce que ces territoires-là, soit ils contrôlent des zones qu'on juge importantes, soit qu'elles ont des ressources, ça peut être les deux ensemble, ou un ou l'autre. Puis ça peut être des zones, d'espèces de zones tampons, où on veut éviter d'être en contact direct avec un ennemi, parce que si l'ennemi est collé sur toi, il peut t'attaquer rapidement, c'est vite fait. Donc, ça devient des espèces de jeux comme ça, territoriaux, économiques. Puis souvent, c'est pas une cause, c'est pas souvent une raison, c'est un mélange. Il y a un mélange de toutes sortes de raisons qui jouent là-dedans. Une dernière question pour toi, Carmen. Le coquelicot, c'est quoi la raison d'être du coquelicot par rapport à ça? La seule chose que j'ai vue, parce qu'en France, c'est pas, mais en tout cas, aux dernières nouvelles, à moins que ça ait changé, c'est pas le coquelicot, aux autres qui portent, c'est une fleur qui s'appelle le bleuet. OK. Eux autres, le bleuet, c'est une fleur qui n'est pas une myrtille, qui est un bleuet, qui est une fleur. Okay. Nous, la raison que j'ai vue, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais c'est que c'est une fleur qui repousse facilement sur des terrains qui ont été bouleversés. Okay. Donc, là où il y a eu beaucoup de combats pendant la Première Guerre mondiale, dans le nord-est de la France, c'est beaucoup des terrains argileux ou crayeux, là. Puis, ce qui fait qu'après la guerre, il y aurait fleuri beaucoup de coquelicots. Ah, c'est ça. Puis que, donc, ça aurait été une fleur. Je ne sais pas si la couleur de la fleur a joué aussi, peut-être. Mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est vrai. Okay. Mais en tout cas, ils ont choisi le coquelicot assez tôt quand même, là, comme fleur qui est devenue comme l'emblème. C'est ça, exactement. Parce que le 11 novembre, quand on vend les coquelicots, oui, on a pris le 11 novembre parce qu'il fallait bien prendre une date, mais c'était en fait, ce qu'on commémore, c'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la guerre de Corée, en fait, toutes les guerres, et tous les conflits qu'il y a eu au 20e siècle. C'est ça, exactement. Ouais. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation. Ça passe trop vite. J'espère que les gens ne sont pas trop perdus parce que là, il y a tellement d'informations. Écoute, on va le regarder avec Internet. C'est ça qui est la beauté de ça. On peut le regarder en diffusion. Puis je veux juste finir en disant que la carte de l'Europe va changer après la Première Guerre mondiale. Ah oui? Ils vont se rediviser les pays. Okay. Donc, si vous regardez une carte de 1914 et une carte de 1919 ou 1920, vous allez avoir une carte d'Europe qui va avoir changé. Wow! Et j'imagine que les Allemands ont poursuivi leur rancœur un peu avec cette première guerre-là pour pouvoir amener la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Et entre autres, le traité de Versailles, c'est une des causes de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on va leur imposer des mesures tellement
épouvantables qu'ils n'accepteront jamais. Et ça va être une des raisons de la Deuxième Guerre mondiale. Wow! Hey, c'est tellement intéressant. Eh bien, là, nous, ça se termine là maintenant. Sauf qu'on s'en va voir notre prochain invité, qui est M. André Lavigne, 101 ans, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui, lui, en a gros à raconter de son expérience qu'il a vécue. Donc, je pense que ça va nous donner des frissons sur les bras. Oui. Merci. Bon, merci beaucoup.